général, pourquoi Israël a fait ce choix de la proportionnelle? Mais on comprend qu'il y a évidemment beaucoup de composantes de cette société israélienne, mais surtout, est-ce que ce choix est pertinent, ce mode de scrutin est pertinent encore aujourd'hui? Alors, c'est même la quasi-proportionnelle, Myri, puisqu'au début, aux origines, en 1949, c'est 1%. Il suffit d'avoir 1% des voix. Et vous imaginez, à l'époque, il y a uniquement 600 000 Israéliens, donc ça fait vraiment très, très peu, 1% des voix. Pour entrer à la Knesset, c'est vraiment l'idée qu'on se fait de la démocratie à ce moment-là. C'est aussi dans l'ADN culturel juif, de permettre à toutes les voix de s'exprimer. Il y a toujours eu beaucoup de diversité idéologique dans la société israélienne et juive et israélienne tout court. Et ça correspond aussi au Proche-Orient, au clanisme, etc. Donc, on a gardé ça comme ça. À l'époque, l'idée de Ben-Gurion, c'était quand même d'avoir malgré tout des circonscriptions. C'est-à-dire que c'était calqué sur le modèle anglais. Il n'a pas pu les faire en 1949 parce que c'était encore la guerre et qu'on se battait. Donc, on ne pouvait pas aller chercher des urnes aux quatre coins du pays. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir des circonscriptions. C'était ce qui était censé stabiliser le système. Or, en Israël comme en Israël, on attend toujours. Ça fait 80 ans que ça dure. Donc, on est dans une situation où on vote tous pour une seule circonscription nationale. Et effectivement, avec le temps, on a beaucoup cherché à évaluer si cette proportionnelle était une bonne idée ou pas. On l'a augmentée à 3,25 des voix, ce que vous avez dit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 4 députés, en fait, le nombre d'électeurs nécessaires pour élire les 4 députés dépend du taux en fait, total des gens qui votent, évidemment, du taux de participation et puis du nombre d'électeurs qui ne fait qu'augmenter d'année en année en Israël. Donc aujourd'hui, 4 députés, ça représente à environ 200 000 voix. Entre 150 000 et 200 000 voix, on verra à la fin. Pour vous dire, c'est à la fois peu et beaucoup. Ça fait 2-3 arrondissements peut-être parisiens. C'est à peu près ça pour entrer aujourd'hui à la Knesset. Et c'est vrai qu'au départ, on avait des grands partis, d'accord, Avoda ou ensuite le Likoud, qui n'étaient pas majoritaires, comme Déborah a bien dit, mais qui étaient suffisamment importants pour que les autres petits partis soient des partis satellites, qui prennent des petits portefeuilles. Et qui n'ont pas autant d'importance qu'aujourd'hui. Certainement pas le régalien et certainement pas capable de dicter la conduite du gouvernement, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années maintenant, finalement. Donc aujourd'hui, vous avez raison, c'est problématique puisque les extrêmes, en réalité, les petits partis israéliens dictent bien davantage la conduite d'une politique israélienne que la majorité israélienne. Mais alors, tout le débat, c'est est-ce qu'on continue d'augmenter? Par exemple, Victor Lieberman avait proposé d'augmenter à 10%, ou est-ce qu'on redescend à 1% pour, au contraire, qu'il y ait plein de petits partis et qu'ils se fassent la concurrence les uns les autres? C'est le choix. Alors malheureusement, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il y a aussi une proposition d'augmenter le nombre de députés, ce qui résoudrait aussi pas mal de problèmes. 120, ce n'est pas beaucoup. 120, c'est très peu, sachant qu'encore une fois, ça n'a pas augmenté, la population a multiplié par 12. Mais on reste au même nombre de députés. Oui, effectivement, ce n'est pas suffisant. Allez, on va se pencher à présent sur les priorités des Israéliens qui pourraient influencer leur vote. Déborah, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on habite à l'étranger, ce n'est pas la sécurité qui est en tête des préoccupations des Israéliens. Eh bien non, les enjeux sécuritaires arrivent même plutôt en queue de podium, si on regarde les différentes enquêtes qui ont été menées. Alors pour commencer, ce qui est important de préciser, c'est qu'une large proportion des Israéliens estiment que les élections de 2026 sont les plus importantes de l'histoire du pays. 73% d'entre eux le disent clairement, donc c'est quand même pas négligeable. Concrètement, on va donner les sujets prioritaires par ordre de préférence. D'abord, il y a la réforme judiciaire. 37% des Israéliens estiment donc que c'est la priorité. La loi d'enrôlement des orthodoxes, 27%. La sécurité donc arrive en 3e position avec 21%. Et seulement en 4e position, le coût de la vie et l'économie, seulement 10% des Israéliens qui trouvent ce sujet prioritaire. C'est important de noter qu'il y a donc un profond clivage idéologique entre les deux camps politiques, à la fois la coalition et l'opposition. Pour la coalition, la réforme du système judiciaire est la principale préoccupation. 47% des personnes interrogées proches de la coalition répondent ce sujet. Et puis ensuite vient la sécurité, 26%. Et enfin, la loi de conscription des orthodoxes, seulement 11%. Du côté de l'opposition, c'est exactement l'inverse, puisque la loi de conscription est la principale priorité, avec 44% des réponses. La réforme judiciaire arrive, elle, en 2e position avec 27%. Et là encore, la sécurité n'est qu'en 3e position avec 14%. Donc on le voit, il y a 2 groupes qui se distinguent au niveau des priorités, mais il y a quand même une certitude, c'est que ni la sécurité ni l'économie ne semblent préoccuper prioritairement les Israéliens, malgré 3 ans de guerre et un coût de la vie qu'on sait très élevé. Oui, effectivement, parfois on a du mal à remplir le frigo, mais on préfère parler de l'exemption de l'armée des orthodoxes. Et pour ce scrutin 2026, Déborah, une autre particularité, il y a de nombreux nouveaux électeurs. Et oui,
640 000 jeunes âgés de 18 à 22 ans qui s'inscrivent donc pour la première fois sur les listes électorales. Alors on sait, Israël, c'est un pays très politisé et il semble donc que même les jeunes électeurs soient intéressés par le sujet, ce qui peut parfois surprendre parce qu'on pense parfois que les jeunes ne s'y sont pas intéressés. Eh bien, une très nette majorité d'entre eux comptent venir voter. C'est un taux, on donne des chiffres qui varient entre 80 et 95% selon les groupes, y compris chez les Arabes israéliens. On parle de 87% d'entre eux, ce qui représenterait d'ailleurs une hausse du taux de participation dans la société arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont justement les sujets de la sécurité et du coût de la vie qui sont importants pour les jeunes. Donc on voit qu'il y a quand même une forme de dichotomie. On verra justement si ça peut avoir un impact sur les résultats finaux. Alors Myriam, comment est-ce qu'on explique que la sécurité arrive en 3e, voire 4e position des préoccupations des Israéliens alors qu'on est en pleine guerre? Moi, j'y crois pas à ce sondage. Enfin, c'est pas un seul, il y en a 2 ou 3. Je pense pas que le problème ce soit le sondage en lui-même, c'est les Israéliens qui se mentent à eux-mêmes, je pense un petit peu. C'est-à-dire que quand on leur demande, alors oui, les sujets idéologiques qui m'intéressent, c'est ça, ça et ça, etc. Et au final, en Israël, on dit toujours que systématiquement, au moment de rentrer dans l'urne, la question qui se pose pour les Israéliens, c'est qui me permettra d'être sain et sauf le plus possible. C'est vraiment cette question-là qui guide la politique israélienne depuis toujours. L'économie, ça prend c'est vraiment en 2e. C'est pas du tout comme en Europe où c'est toujours la 2e ou 3e position. Là, effectivement, mais quand on parle de l'enrôlement pour tous, c'est un sujet qui est lié en corollaire à la guerre parce que ça parle de l'effort de guerre, de l'effort de mobilisation et du fait que la société en a ras-le-bol. La réforme judiciaire, honnêtement, je serais très curieuse de voir comment ça va s'articuler au cours de la campagne. J'ai beaucoup de mal à croire que... Enfin, vous voyez bien, on n'en parle plus. C'est-à-dire que 2023, on parlait que de ça. Aujourd'hui, aucun parti ne fait sa campagne là-dessus, ni le Likoud d'ailleurs, donc c'était le grand étendard. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça va s'articuler dans la campagne. Alors, les élections précédentes se sont beaucoup basées sur le pour ou contre Netanyahou. Est-ce que ce sera encore le cas cette fois-ci en 2026 ? Bien sûr, parce que c'est Netanyahou et que c'est l'ère Netanyahou et que c'est un personnage tellement catalysateur que forcément ça s'articule toujours un peu autour de lui. Mais je pense que la question se pose un peu différemment cette fois-ci. D'une part, tout le monde a tout à fait conscience que quoi qu'il en soit, c'est probablement la dernière élection de Netanyahou. D'accord, c'est quelqu'un qui aura 77 ans en novembre, quelqu'un qui a récemment raconté avoir été malade d'un cancer de la prostate. De toute façon, on n'a pas 10 ans de Netanyahou devant nous, quoi qu'il en soit. Donc la question, c'est plus comment en fait cette ère Netanyahou se termine. Est-ce que les Israéliens considèrent qu'il a présidé au 7 octobre et que donc c'est sa sortie de l'ère publique, ou est-ce qu'ils considèrent que la réponse apportée depuis le 7 est suffisante pour continuer à lui faire confiance? Moi, je pense que c'est plus cette question-là, c'est-à-dire que c'est Netanyahou et le 7 octobre, à la question de savoir est-ce que quelqu'un aurait été capable de mieux faire ou est-ce que quelqu'un peut mieux faire maintenant avec les nouvelles circonstances qui sont les nôtres. Et puis cette jeunesse, 640 000 nouveaux électeurs, parce que c'est 4 ans de mandat. Au final, ils ont tenu les 4 ans. Donc ça fait d'avant le 7 octobre, tous ces jeunes qui ont vécu la guerre pendant plus de 3 ans vont voter. Et cette jeunesse, elle va avoir un poids dans ces élections. Bien sûr, c'est la première fois depuis 1988, Myriam, que les élections ont lieu tous les 4 ans. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup. C'est toute une génération. On s'en souvient même pas. On s'en souvient même pas. Et oui, ces jeunes-là, ce qui est très important, c'est qu'eux ne se souviennent pas d'une époque où Netanyahou n'est pas Premier ministre. D'accord ? Ils sont nés avec Premier ministre Netanyahou. Et donc la question va être intéressante de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Selon les sondages, ils sont plus à droite que leurs aînés, ce qui est l'évolution sociologique qu'on observe un peu partout en Israël. Toute la question, c'est un peu plus à droite, ça veut dire continuer avec ce qu'ils ont connu toute leur vie ou être dans une stratégie de rupture, par exemple, aller vers l'extrême droite israélienne. Bon, ça, évidemment, on aura la réponse après les élections. Je ne peux même pas donner de date, puisque la date, elle n'a pas encore été... A priori, le 20 octobre, quand même, a priori. On ne sait toujours pas. Le 20 octobre, alors que c'était la date butoir, c'est le 27, c'est ça. Voilà, des élections anticipées, pas très anticipées. Enfin, bref. Allez, Israël est souvent présenté comme un pays politiquement instable, on vient de le voir, avec ses élections à répétition et ses coalitions parfois fragiles. Mais les autres systèmes fonctionnent-ils vraiment mieux ? On va prendre en exemple le modèle français dans le duel. Et pour en parler, nous retrouvons Stéphane Rosès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et essayiste, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. Pendant longtemps, la Ve République a été présentée comme un modèle de stabilité. En tout cas, c'est la manière dont on voyait ce modèle politique. Pourtant, depuis les dernières législatives, aucun bloc politique ne semble capable de gouverner seul. Est-ce que la France est en train de découvrir les limites de son propre système ?
La France connaît effectivement une crise politique. Je ne crois pas que ce soit une crise liée aux institutions ou au mode de scrutin. Au fond, contrairement à Israël, qui est une démocratie très vivante et qui est face à des problèmes existentiels, la France est en dépression parce que depuis 30 ans, peu à peu, l'Union européenne a contourné la souveraineté nationale, condition de la souveraineté populaire. Et c'est selon moi la cause essentielle de la dépression française et de notre crise politique. Donc pour moi, notre problème n'est pas institutionnel, il est lié au fait que les Français ne sont plus sur l'essentiel maîtres de leur destin, essentiellement décidé au sein de la Commission européenne. Ce qui veut dire que le problème ne serait pas le mode de scrutin ou la Ve République, mais plutôt extérieur à la France. C'est ça que vous nous dites? Oui, c'est-à-dire que depuis maintenant le non au traité constitutionnel européen, en 2005, il y a une recomposition politique parce que lorsque l'État et la nation sont désarticulés en France, il y a des formes d'émergence bonapartistes. Et donc, il y a un centre qui s'est créé, néo-bonapartiste, sous Emmanuel Macron, un bonapartisme politique au service du néolibéralisme. Et maintenant émerge le Rassemblement national, qui est un bonapartisme traditionnel qui veut le retour de la souveraineté nationale, d'où sa dynamique électorale. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Rosès d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Myriam, on entend, on voit la Ve République, pour certains, en tout cas pas pour Stéphane Rosès, le problème vient de l'extérieur et notamment de l'Union européenne et du positionnement et pourquoi pas de la France par rapport à l'Union européenne, mais certains estiment que la Ve République arrive à bout en raison justement de son mode de scrutin, que malgré tout, alors il se moque un peu, et je peux en parler des Belges, bon, c'est à la proportionnelle intégrale aussi, enfin pas intégrale parce que on a à tous les niveaux, en plus régional, enfin bon, je vous passe les détails, ce sera pour une autre émission, mais en tout cas, il faut faire des coalitions aussi dans le système français, ce qui n'était pas prévu. Les Français sont absolument pas friands de ce genre de négociations. Est-ce que là aussi, on voit un mode de scrutin à bout de souffle? Oui, c'est ça. C'est une vraie question. C'est compliqué. C'est-à-dire que normalement, en France, le système est fait pour éloigner les extrêmes du pouvoir, puisque au deuxième tour, OK, on a chacun eu notre candidat, et maintenant, on se met tous derrière le candidat. Un choix par défaut, mais qui permet d'établir quelque chose de solide. Les Anglais aussi ont des mécanismes qui permettent de renforcer une majorité. Et en Israël, on n'a pas ça. C'est-à-dire que je pense que la société israélienne des années 50 était tellement idéologique, était tellement dans le collectif, que personne n'imaginait la poussée ce qu'on appelle les partis champignons, c'est-à-dire un politicien, chacun crée son petit parti. Si vous regardez aujourd'hui, Myri, il y a 80 mandats de la Knesset dans les sondages actuels. Je serais incapable de vous citer des vraies différences idéologiques réelles entre eux. Vous avez des programmes qui se ressemblent presque parfois. Il y a un programme, c'est une vraie question. Il y a vraiment des programmes. Pas tous. Alors, le Likoud ne publie pas de programme depuis longtemps, sachant qu'il mise tout sur la personnalité du leader. Ensuite, Eisenkot a publié un programme en 10 points. Bennett, c'est pas en 10 points, mais quasi. Ils ont commencé à écrire des choses. Les travaillistes aussi. Mais vous regardez, ça se ressemble au mot à mot. Donc, on est dans une logique, si vous voulez, où les Israéliens, en fait, choisissent au feeling, à l'identitaire, au sociologique. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, sa tête me revient. Celui-là, il me ressemble plus, etc. Donc, toute la question, encore une fois, c'est comment faire pour que la grande majorité d'Israéliens, qui sont d'accord, encore une fois, surtout,
ne se laissent pas dicter leur choix par les petites extrémités. C'est ça. Quel mécanisme permettrait aujourd'hui dans la politique israélienne? Alors certains disent on passe au régime présidentiel, d'accord? Comme ça, on donne beaucoup de pouvoir au Premier ministre et la Knesset fait un petit peu comme en France, justement. Et d'autres disent effectivement refaire passer, si vous voulez, redonner le pouvoir, faire du tout parlementaire, c'est-à-dire repasser à 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Dans ce cas-là, si vous voulez, il n'y aurait pas qu'un Ben Gvir et un Smotrich, il y en aurait 4 ou 5. Et du coup, ils se battraient entre eux et ils seraient remplaçables. Et comme ça, la majorité serait plus capable de négocier, de faire affaire et d'être moins suspendue au bon vouloir des petits. Si on s'intéresse maintenant au vote des Israéliens, on le sait très bien, par exemple, les orthodoxes vont voter, les orthodoxes Ashkénazes vont voter plutôt pour Yahadut HaTorah, les séfarades à Shas. Et ça ne les intéresse finalement pas tellement le programme de ces partis-là. Ceux qui sont la droite, on va dire, étatique, vont voter plutôt Binyamin Netanyahou, Likoud. L'opposition, ils n'ont pas trop le choix. Enfin, c'est très fragmenté. Donc là, ils ont un peu plus le choix. Et en même temps, on a l'impression que c'est tout plus ou moins la même chose, anti-Bibi, etc. Donc au final, ce sont des votes plus identitaires que des votes vraiment de campagne et de programme. Oui, vous avez raison. C'est très sociologique. On est malgré tout au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'en Israël, on a beau avoir les atouts, si vous voulez, d'une démocratie occidentale, on est dans une société tribale, clanique, où chacun vote effectivement pour celui qui lui ressemble, avec des nuances, j'exagère un peu, mais là-dedans. Après, ça reste quand même intéressant, parce que vous savez, pas tous les orthodoxes votent pour les partis orthodoxes, il y en a certains qui sont chez Ben Gvir, et il y en a d'autres qui sont au Likoud. Donc, il y a malgré tout une certaine forme de vote plus idéologique, mais il reste minoritaire en Israël. Déborah avait une question aussi. Oui, on parle quand même beaucoup de justement ce système très majoritaire en France, très proportionnel en Israël. Est-ce qu'il ne faudrait pas un tout petit peu fusionner les deux? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup pour la France d'avoir un peu de proportionnel dans les législatives, même si on sait qu'en France, c'est quand même beaucoup basé sur une élection, sur le nom, sur le parti, en tout cas sur le nom du député, puisqu'on vote pour une personne. Et en Israël, peut-être avoir un tout petit peu plus de majoritaire pour que ce soit un peu plus homogène. Si, vous avez entièrement raison. Je pense que déjà, si on avait des circonscriptions en Israël, imaginez tout simplement vos maires ou vos présidents de région en ce moment, plutôt qu'ils restent uniquement au niveau régional, qu'ils puissent aussi être envoyés au niveau national. Tout de suite, je pense que ça apaiserait beaucoup la politique, parce que si vous mettez toute la ville de Ra'anana ensemble, ce qui intéresse les habitants de Ra'anana, c'est l'éducation, les infrastructures, l'eau, l'électricité, le centre commercial, oui ou non, il n'a pas ouvert alors qu'on nous avait dit qu'il allait ouvrir, des choses comme ça. Et donc, dans ce cas-là, les gens qui seront élus, ce seront des gens qui seront beaucoup plus capables d'apporter des réponses de terrain, un peu comme en France, où le député, on va le voir effectivement pour le pont, l'école, etc. Et certains me disent non, mais ça ne correspond pas à l'identité idéologique de la région. Mais je ne pense pas, parce que de toute façon, le caractère idéologique des régions, il est très présent en Israël. On ne vote pas pareil quand on a Bnei Brak ou à Tel Aviv. Donc en fait, qu'est-ce que ça changerait? Ça permettrait simplement d'envoyer des gens qui soient plus ancrés dans le terrain, qui aient des comptes à rendre directement à des électeurs qui sont capables de regarder dans les yeux et pas des hypothétiques adhérents. Et ça permettrait, je pense, un côté plus mature de la politique israélienne et beaucoup plus professionnel. Alors, même si vous deviez retenir une idée reçue sur les élections israéliennes qu'il faudrait absolument déconstruire, laquelle ce serait? Waouh, très bonne question. Que Bibi gagne toujours. Non, c'est pas vrai. Netanyahou a eu un premier mandat très chaotique dans les années 90, a ensuite passé 10 ans sur les bancs de l'opposition, a ensuite été détrôné en 2021. Et cette fois-ci, d'après les sondages, alors certains vont me dire que ce n'est pas les bons sondages, etc. Mais même si je fais la moyenne des sondeurs comme ça et comme ça, on voit bien aujourd'hui que la majorité en place n'a plus de majorité évidente dans les sondages. Et je pense que si Netanyahou faisait vraiment confiance aux sondeurs uniquement positifs, il serait déjà allé en élection. Il n'y est pas allé parce qu'il sait qu'il n'est pas en situation de remporter une victoire confortable.